La mauvaise réputation marseillaise, l'insécurité dans la cité phocéenne. Règlement de compte hier à Marseille. La guerre des bandes pour le contrôle de la drogue dans les cités. Je suis sorti à la fenêtre, j'ai vu cette voiture et les deux mecs dedans, ça fait peur, vous savez. 2 hommes ont été tués de plusieurs rafales de Kalachnikov. 20 règlements de compte depuis le début de l'année, 13 morts et autant de blessés, 30 l'an dernier. Marseille est la capitale française du genre. Marseille et ses règlements de compte. En moyenne, chaque mois au moins un mort. Marseille et sa violence. Les médias en ont fait leur capitale de la criminalité. Phocée, ville créée par les Grecs il y a 2600 ans. Que s'y passe-t-il? Marseille a-t-elle un ADN particulier? Pourquoi cette image de violence lui colle-t-elle si fortement à la peau? Pour comprendre, nous allons remonter le temps et questionner l'histoire de la ville. Une histoire ambivalente. Côté pile, l'image d'Épinal, celle de Pagnol, de la sieste sur le Vieux-Port et du pastis. Côté face, une pègre et un milieu historiquement puissant, des trafics en tout genre, des affaires qui rongent la cité et la part d'une sous-culture mafieuse. Il y a comme un fil rouge dans l'histoire contemporaine de Marseille, un scénario qui se répète. D'un côté, des médias qui pointent du doigt la violence de la ville, de l'autre, des responsables politiques qui critiquent la partialité des journalistes. Dans les annales du gangstérisme, le massacre de la Saint-Valentin à Chicago était jusqu'à présent inégalé. Al Capone restait le maître du genre. Depuis hier soir, les truands marseillais ont fait mieux. Al Capone avait fait assassiner 7 de ses adversaires. Hier soir, 9 personnes ont été exécutées dans un bar de Marseille. Le bar du téléphone. À ce jour, ce règlement de compte serait toujours inégalé pour le nombre de morts. En fait, il y aura même une 10e victime décédée à l'hôpital. 10 morts. Marseille plus fort que Chicago. Ce n'est pas bon pour l'image. Le maire de Marseille, Gaston Defferre, s'agace et réplique. Je déplore que Marseille ait été le théâtre de ce type de drame. Mais je tiens à rappeler que depuis de nombreuses années, Marseille n'est plus la capitale du crime en France. On ne tue pas de magistrats à Marseille. Gaston Defferre tente de défendre sa ville en pointant du doigt sans la nommer Lyon, où un magistrat a été abattu. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'à Marseille, bientôt, un autre juge sera également assassiné, le juge Michel. 1990. La journaliste vedette d'Antenne 2, Christine O'Krent, a consacré un reportage de 52 minutes à la cité phocéenne et surtout à ses travers. Grosse polémique à Marseille. Marseille, malade de son image, la cité phocéenne refuse qu'on la présente comme une capitale du crime. Seulement voilà, à Marseille, il y a une pègre, il y a des adjoints au maire assassinés, il y a des cliniques douteuses. Les journalistes en parlent, les édiles marseillais s'indignent. Bis repetita, le maire en place, Robert Vigouroux, en a assez. Assez qu'on maltraite sa ville. Marseille est touché, terni dans son image et que cela donc risque d'avoir tout au moins une action négative sur la croissance de notre ville. L'histoire se répète et elle risque de se répéter encore. Depuis quelques années, Marseille fait à nouveau les gros titres de l'actualité. Pour ses séries de règlements de compte dans les cités et de temps en temps pour des faits divers sanglants dans des quartiers réputés plus tranquilles. En novembre 2012, 2 affaires font la une des médias nationaux. D'abord le meurtre du patron d'une librairie Maison de la Presse pour un butin dérisoire. Ensuite, dans un café, l'assassinat d'un conducteur de car pour lui voler sa sacoche. Au lendemain de ce dernier meurtre, nous avons rencontré Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille, au Sénat. Il nous a longuement parlé de sa ville, mais comme pour confirmer ce que nous avions trouvé dans nos cartons d'archives, la première question, nous voulions la lui poser sur cette violence récente. Vous aviez dénoncé une surmédiatisation de la violence à Marseille à l'occasion de l'assassinat du libraire. Mais là, à la suite de ce nouvel assassinat, c'est le journal même de la ville qui pointe le doigt sur une escalade de la violence. Je reprends le titre, « Silence on tue, la ville s'enfonce dans la violence ». Alors là, est-ce qu'on peut encore parler de surmédiatisation? Ce que je n'ai pas aimé depuis le début de ces meurtres, c'est effectivement l'acharnement que mettent les médias à s'intéresser à Marseille. La ville de Marseille, elle comprend 24 000 hectares. Si j'ose une comparaison devant vous, Marseille tient entre Roissy et Orly, le bois de Boulogne et le bois de Vincennes. Tout ça, c'est Marseille. Alors effectivement, ce qui s'est passé il y a 48 heures, c'est comme pour le libraire, un crime crapuleux.
c'est pour une poignée d'euros. Donner le sentiment qu'une ville ne repose que sur ça, c'est injuste. La ville de Marseille, les gens travaillent, les gens se distraient, les gens aiment la culture, les gens profitent de l'environnement et de la qualité de la vie. Ils sont sportifs, ils vont au stade de Vélodrome, où nous refaisons un stade de Vélodrome tout neuf. Il y a une vie normale. Voilà. Alors, depuis Paris, on donne le sentiment que Marseille est devenu Chicago du temps d'Al Capone. Bon, c'est pas tout à fait ça. À Marseille, les questions et les réponses restent étrangement les mêmes. L'histoire de la ville serait-elle en boucle? Faite de cycles, d'éternels recommencements? On pourrait commencer à le croire. Nous allons tenter de remonter aux sources de la violence dans la cité phocéenne. Pauvreté, politique, brassage de population, toutes les questions qui traversent la société marseillaise depuis 2 siècles seront passées au crible de l'histoire. Mais avant tout, un état des lieux s'impose. Pour prendre la mesure de la violence à Marseille, pour cerner au mieux de quoi l'on parle, tout en haut de la liste des interlocuteurs, il y a le procureur de la République, Jacques Dallest. En poste depuis 2008, c'est un magistrat expérimenté. Avant Marseille, il s'est frotté à la criminalité de beaucoup d'autres villes hexagonales. Le comparatif peut s'avérer intéressant. Bon, Marseille, ville violente, d'après vous, c'est une réalité, c'est un fantasme, c'est... Non, c'est une réalité. Nous avons une réalité statistique de violence, et Marseille, ville violente, Marseille, ville avec un grand potentiel, beaucoup de choses positives, mais aussi malheureusement cette violence qui est très réelle. Quand vous dites Marseille, ville violente, ça se traduit comment? Parce que vous dites en termes de statistiques, en termes de... L'année dernière, plus de 11 000 vols avec violence, vols aggravés ont été commis dans cette ville. Tous les jours des agressions, tous les jours des vols à main armée, avec une intensité très forte, quelquefois malheureusement des règlements de compte, des crimes de sang. Là où il y a quelques années en arrière, on pouvait encore discuter, aujourd'hui c'est la Kalachnikov qui est devenue une arme emblématique, qui va être là pour régler un différend qui il y a quelques années aurait pu se régler par un coup de poing, si vous voulez. La moyenne d'âge des victimes, je sais pas, de la trentaine de règlements, enfin sur les 2 ans, on est à quoi, 30, 35? Ouais, on en a beaucoup plus. Non, si on prend les tentatives, chaque année on a une vingtaine de morts, plus une bonne trentaine de tentatives. Si vous les multipliez sur plusieurs années, ça fait quelques centaines de personnes qui ont été tuées ou sérieusement blessées, et qui sont pour la plupart assez jeunes, hein. Ça va de 16 à 25-26 ans. Certains d'ailleurs ont été auteurs d'assassinats, de flingage, et ils ont tué et ils se font tuer à leur tour. On a même en prison des gens qui sont incarcérés alors qu'ils ont moins de 18 ans pour meurtre. Ça fait réfléchir, ça, quand même. Quand on s'entretue à 19-20 ans pour une histoire de drogue, ça peut se produire ailleurs. Le problème, c'est qu'ici, ça se produit souvent. Quand vous citez les chiffres, vous dites 11 000 faits, enfin, vols avec violence, etc. Quand vous étiez à Bordeaux ou à Lyon, on a du mal à... Parce qu'évidemment, voilà, c'est pour avoir une espèce d'idée de... Moi, j'étais effaré. Je l'avais dit dès que je suis arrivé, le nombre incroyable d'agressions quotidiennes dans cette ville est bien supérieur à ce qu'on voit ailleurs. L'année dernière, on a eu plus de 5 à 600 vols à main armée. On a un chiffre faramineux. Et ça, c'est une spécificité. Il y a des phénomènes de violence partout en France, ça peut arriver. Mais là, c'est en continu, si vous voulez. Non seulement on a des faits spectaculaires, mais on a cette délinquance dont personne ne parle, mais qui touche des victimes quotidiennement, hein. Et ça, c'est ce côté rouleau compresseur de la délinquance marseillaise, qui est une vraie réalité spécifique. Pour le magistrat, il y a donc bien une spécificité marseillaise de la criminalité. C'est surtout cette image de rouleau compresseur que l'on retient, mêlant règlement de compte hypermédiatisé et agressions violentes, quotidiennes et nombreuses. Depuis 16 ans, Édith Mont-Saint-Jean dirige l'AVAD, l'association d'aide aux victimes d'actes de délinquance. Quelle évolution cette professionnelle pourrait-elle noter? Là où on se faisait arracher son portable comme ça, avec un geste violent, mais sans plus, il y a 5-6 ans, il est commun maintenant de se faire voler sous la menace d'une arme blanche. Ça a des conséquences sur la perception de la violence, de la situation de Marseille chez les Marseillais.
Et nous suivons à l'association et je peux vous assurer que ce sont des nombreux dossiers, des femmes, souvent des femmes, qui ont subi 3, 4, 5, 10, 12 vols à main armée dans les commerces où elles travaillent. Vous imaginez ce que ça veut dire quand même d'aller travailler en sachant qu'on risque sa vie. Les gens que nous recevons nous disent qu'ils ont toujours très peur parce que la personne qu'ils ont en face, la victime sent qu'elle ne maîtrise pas les choses et que ça peut partir pour un rien. Ça, les gens nous le racontent très souvent. Cette peur qu'ils ont d'avoir quelqu'un qui n'est pas, alors ce sont leurs termes et c'est un peu absurde de dire ça, mais qui n'est pas professionnel en face. Parce que les vols à main armée, c'est pas forcément de la criminalité organisée, hein. C'est aussi 3 gars du coin avec 2 cagoules et un fusil qui débarquent. La criminalité marseillaise est devenue totalement illisible. Et c'est peut-être d'ailleurs aussi l'une de ses caractéristiques. On ne peut plus l'anticiper. Vous ne pouvez pas croiser une personne dans la rue et dans son regard déceler un degré de dangerosité. Vous pouvez avoir un sourire et un regard qui n'expriment strictement rien et dans la seconde d'après, prendre un coup de couteau. Avocat marseillais nouvelle génération, issu lui-même d'un quartier populaire, Victor Gioia est troublé par la tournure que prend la délinquance violente dans la ville. Je pense encore à un fait divers d'il y a quelques mois. Un garçon qui traverse une rue et qui, sans raison, se fait arracher les 2 yeux. Juste parce que l'une des personnes du groupe le voit passer et dit « Quand Rachid passe, je lui arrache les 2 yeux ». Acte est pris de cet engagement aussi léger qu'insignifiant par les gens qui dégustent une tasse de café et qui vont assister à un acte de cruauté inouï, sans broncher. De tout temps, on sait qu'autour du port, il y a des rues dangereuses. Ce qui change peut-être aujourd'hui, c'est que ce n'est pas forcément autour du port. Ce n'est pas forcément au bord de l'eau. Ce n'est pas forcément dans un mauvais quartier. C'est n'importe où, n'importe quand, n'importe qui. La violence irriguerait donc aujourd'hui un peu toute la ville. Il n'y aurait pas de sanctuaire particulier. Mais avant, c'était comment, a-t-on envie de demander? Y a-t-il eu historiquement un nid de délinquance à Marseille? Marseille, c'est avant tout l'histoire d'une ville à la mauvaise réputation, et ça ne date pas d'hier. Louis XIV en son temps, échaudé par une insurrection, décide de construire les forts Saint-Nicolas et Saint-Jean sur chacune des rives à l'entrée du port. Il le fait moins pour protéger la ville que pour pouvoir retourner les canons contre sa population en cas de rébellion. Pendant la Révolution, en 1794, Marseille est déchue de son nom. Elle devient la ville sans nom. On l'a punie de ses velléités d'indépendance. Louis Fréron, proconsul envoyé dans la ville pour réprimer les agitateurs, aura ces mots. « Je crois que Marseille est incurable à jamais, à moins d'une déportation massive de tous les habitants et d'une transfusion d'hommes du Nord. » Au fil des siècles, on a dit pique-pendre sur Marseille et son vieux port. Ses ruelles, ses voyous, ses étrangers, ses prostituées. Marseille, la soi-disant malfamée. Marseille, ce n'est pas un départ, c'est une destination. Les gens arrivent à Marseille. Et la misère s'est accumulée autour du port. En s'accumulant autour du port, les quartiers comme Le Panier et d'autres quartiers ont accueilli ces ouvriers. De cette conjonction de pauvreté et de trafic portuaire en tout genre, va naître au XIXe siècle à Marseille une figure historique, quasi mythique, le nervi. Historien, Pierre Échinard est la mémoire encyclopédique de Marseille. Il nous dit tout sur ce nervi. Le nervi, c'était un mauvais garçon du 19e siècle qui, à Marseille, sur les quais, se baladait avec un air de bœuf pour casser la tête des gens et leur faire le portefeuille. Ce mot est rentré dans le dictionnaire dans la langue française. Il a une certaine allure, ce mauvais garçon. Pourtant, ce nervi symbolise à lui tout seul la violence à Marseille au cours du 19e siècle. Il forge en partie l'image d'une ville coupe-gorge. Quand on veut injurier quelqu'un, une injure populaire, c'est le traité de chien des quais. C'est-à-dire celui qui rôde sur les quais et qui essaye de fausser quelque chose. C'était ça l'origine du nervi. Le nervi est associé au mauvais ouvrier, celui qui vit de mauvais coups autour du vieux port. Au 19e siècle, Marseille s'installe dans le paysage français comme la ville populaire par excellence.
La classe ouvrière est très nombreuse et tributaire de l'industrie portuaire. Céline Régnard-Drouot est historienne. Spécialiste du 19e siècle, elle enseigne à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme à Aix-en-Provence. À partir de 1880, il y a un ensemble de facteurs qui jouent en faveur d'une augmentation de la délinquance violente à Marseille. Ces facteurs, c'est la crise économique, c'est la présence à Marseille d'une population ouvrière très nombreuse qui a des difficultés à trouver des emplois. Du fait de la faiblesse des salaires et du fait qu'ils ont peu d'argent, ils sont beaucoup liés entre eux par des dettes. Donc au travers de la dette, celui qui est créditeur ou débiteur, il va facilement en venir à des actes violents vis-à-vis de celui qui lui doit de l'argent ou à qui il doit de l'argent, pour des questions économiques, mais aussi pour des questions d'honneur. Parce qu'en fait, ces petites sommes, elles représentent beaucoup sur la valeur des individus. Au XIXe siècle, l'arme par excellence de la violence, c'est le couteau. C'est lié au fait que c'est l'outil de l'ouvrier, c'est quasiment le prolongement de sa main en fait. Tous les ouvriers ont un couteau sur eux. Et à la fin du XIXe siècle, on voit apparaître effectivement beaucoup l'usage de l'arme à feu dans les affaires criminelles. Alors, c'est lié d'une part à la commercialisation d'armes à feu à bon marché, et puis c'est lié aussi à l'augmentation d'un certain nombre de règlements de compte. À partir du début du XXe siècle, il y a une économie criminelle qui se développe à Marseille, notamment pour le contrôle de territoire dans le centre-ville et autour de l'économie de la prostitution et d'un certain nombre de trafics. Et là, on voit apparaître des bandes criminelles qui sont plus des criminels d'occasion, hein, qui commencent à être des criminels organisés, dangereux. Il y a des règlements de compte. Le port, un monde à lui tout seul. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'entendre des Marseillais dire qu'il n'est plus intégré à la ville. Avant, il était la ville. Marseille était un port. Aujourd'hui, il y a un port à Marseille. C'est très différent. Fabrice Aubert, syndicaliste marseillais, nous parle de cette évolution. Auparavant, le port de Marseille servait en fait à importer les matières premières. Elles étaient transformées sur place. Rappelons-nous du savon de Marseille. Et après, soit elles étaient consommées sur le secteur géographique, soit réexportées à l'extérieur. Donc c'était un port qui était complètement intégré à l'activité de la ville. Pendant plusieurs décennies, Marseille et sa région constituent le second pôle économique français. Les industries de la ville emploient une main-d'œuvre pléthorique. Le port profite à plein de l'activité liée aux colonies. Grand centre industriel, avec ses usines, Coder, d'où sortent de nombreux camions et wagons, ses aciéries du Nord, où sont réparés locomotives et matériel roulant, ses produits chimiques et ses cimenteries de l'Estac, ses chantiers de construction navale, ses huileries et ses savonneries, ses fabriques de pâtes alimentaires, ses industries textiles. À partir de la fin, du début des années 70, fin des années 60, début des années 70, avec la décolonisation, la bourgeoisie marseillaise n'arrive plus à capter la valeur dégagée par la colonisation et abandonne le secteur industriel. Il y a eu 50 000 emplois industriels qui ont été perdus. Et les jeunes, dans cette situation-là, passent d'une situation où vous avez un avenir dans l'entreprise, même s'ils ne réussissaient pas l'école, à une situation où même avec des diplômes, ils ne trouvent pas d'emploi, puisque les emplois sont peu nombreux et mal payés. À défaut de demeurer le cœur de la ville, les huiles locales espèrent faire du port un aspirateur à touristes. Marseille en escale méditerranéenne des riches chinois, russes, indiens et autres retraités américains détenteurs de fonds de pension. C'est à voir. En tout cas, ce n'est pas encore gagné. Encore une question d'image de la ville. À ce stade de nos pérégrinations, il n'est pas injustifié de se poser une question. Et si la violence à Marseille venait tout simplement, en partie, d'une grande pauvreté ? Ici, 28% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. À Marseille,
44% des enfants, soit près d'1 sur 2, vit sous ce seuil de bas revenus. La deuxième ville française est très pauvre. Cependant, il y a une spécificité marseillaise à prendre en compte, comme nous l'explique Laurent Mucchielli. Sociologue, il dirige l'Observatoire de la délinquance et des contextes sociaux en région PACA. On a effectivement des indicateurs socio-économiques absolument alarmants et désastreux, hein. C'est tout à fait certain. Mais comment dire, on les regarde comme incroyables si on compare Marseille avec Paris ou avec Lyon. Or, la particularité de Marseille, c'est d'avoir ses banlieues dans la ville. Pour des raisons qui sont la configuration également géographique, hein, de géographie physique du territoire. On n'a pas à Marseille le phénomène Paris haussmannien de virer les pauvres du centre-ville pour les envoyer en banlieue. Ça, c'est le phénomène marquant. Pour faire une comparaison pertinente, il faudrait comparer non pas Paris et Marseille, mais il faudrait comparer une moyenne Paris-Seine-Saint-Denis et Marseille. Et là, on aurait effectivement quelque chose d'équivalent. C'est quand on fait ça qu'on arriverait à une comparaison qui ait du sens. Voilà, les pauvres à Marseille sont dans la ville. Cela modifie effectivement les données statistiques. Mais pour ceux qui y vivent, cela ne change pas grand-chose. Les gens continuent à vivre, mais dans des conditions que vous imaginez même pas. Il y a des familles qui vivent avec 1 euro par jour pour nourrir plusieurs personnes. Quand vous avez des familles qui sont logées, alors qu'ils sont 7-8, dans des logements avec 2-3 pièces, où vous avez les enfants qui font le turnover pour dormir, où les mamans sont obligées de sacrifier les grands et les adolescents pour que les petits puissent dormir un petit peu avant d'aller à l'école. Et ces gamins qui ont sommeil, qui sont fatigués, qui sont entre eux, qui sont éduqués par la rue, c'est des gamins qui sont pleins de haine. La pauvreté n'excuse jamais la violence. Il n'en demeure pas moins que certaines conditions de vie ne prédisposent pas au mieux à suivre le bon chemin. Zoom sur une cité historique des quartiers nord, Bassins, 15e arrondissement. Une centaine de familles vivent ici, dans une très grande pauvreté. Depuis sa naissance dans les années 60, Bassins draine une sacrée mauvaise réputation. Les enfants de Bassins se souviennent être montés à Paris, au Sénat, pour y rencontrer leur sénateur de maire, Jean-Claude Gaudin. Ils avaient à leur tour invité le maire chez eux. Vous aviez promis d'y aller, est-ce que vous y êtes allé voir l'état de la cité Bassins et là du manque de travaux et de réhabilitation? Alors attendez, quand j'étais ministre, ça a duré peu de temps, j'ai pu faire une zone franche, là où il n'y avait, dans le secteur nord de la ville, que des terrains vagues, avec rien. Aujourd'hui, vous avez la vie, vous avez le mouvement, parce que ma loi disait qu'il fallait que sur 5 emplois, 1 soit pris dans les quartiers où l'on installait la zone franche. C'est au moins 3 sur 5 maintenant. Mes municipalités, puisque j'en suis à la 3e, auront fait pour le secteur nord de Marseille beaucoup plus que du temps du maire illustre Gaston Defferre. Cité Bassins, les emplois de la zone franche, ils ne les ont pas vus. Les gens se sentent abandonnés. Comme Scheherazade Ben Messaoud. Elle dirige une association, MAD. Sa vie est un combat. C'est marrant parce que chaque fois que je marche là, eh ben, voilà, j'ai encore 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et c'est vrai, hein, malgré que c'est sale et tout, mais c'est à nous, quoi, c'est nous. Scheherazade a grandi et vécu ici à Bassins, comme sa fille aînée, et comme son père Mohamed, arrivé à Marseille en 56, à l'âge de 16 ans. Famille de militants, les Ben Messaoud luttent depuis près de 50 ans. Pour l'éducation, pour l'emploi, pour la dignité des habitants et pour le logement. Avant, la cité Bassins, elle allait de là-bas jusqu'au fond, jusque là-bas. Et ça, tout cela, ça a été reconstruit dans les années 80. Donc depuis les années 80, on a refait que les boîtes aux lettres. Et on a tout laissé. Et voilà, tu vois, ça s'est usé à force, tu comprends? Et les gens se sont cassés la gueule. Donc là, ce qui va être refait dans la réhabilitation, c'est qu'on va rajouter là du caoutchouc avec une barre pour plus qu'on glisse et qu'on se casse la gueule. Voilà. Ça va, tu vas bien? Oui. Ouais. Et ta santé? Ça va. Donc les espaces verts toujours laissés à l'abandon. Non, c'était beau, ouais, mais dommage que tu vois, c'est pas entretenu par ceux qui devraient l'entretenir. Il y a laissé aller. Et ça m'énerve qu'à 48 ans, ben, je suis encore là, quoi, voilà. J'ai l'impression que ça sera jamais fini. Tu vois, j'ai grandi comme ça, et j'ai l'impression de finir comme ça. Quand on a reconstruit Bassins 1, j'étais comme ça. Je me suis dit, ah, ça y est, c'est fini. On va attaquer Bassins de la réhabilitation, et ça va se refaire.
Voilà, ben non, on attend. Donc là, ils ont mis ça pour pas que les voitures rentrent dedans, t'as compris? Et là, c'est l'école de ma fille qui a 28 ans aujourd'hui. Quand elle a fermé cette école, plus rien. Moi, j'ai joué dans des trucs comme ça depuis que je suis gamine. Ben oui. Voilà. Regarde, il a 30 ans, ce bâtiment. L'intégration, elle se fait, c'est toi, l'autre, qui est mon gouvernant. Tu m'aides. Voilà, tu me demandes de m'intégrer, je suis d'accord avec toi, mais toi, viens, intègre-moi ça. Donne-moi une bonne image de mon intégration. Tu vois, on a 855 entreprises autour de nous. Et il y a à peu près 60% ou 70% de chômeurs à Bassès. Ouais. Ça, c'est une réalité. Il y a une partie des Marseillais qui a droit à tout, il y a une partie des Marseillais qui n'a droit à rien. Elle est là. Elle est là, la partie qui n'a droit à rien. Après, on me dit, ouais, mais non, oui, mais c'est ça, hein. Désolé. Hein. Si on va dans les quartiers sud de Marseille, il n'y a pas ça. Je sais pas si c'est une question d'argent. Ben oui, ça doit être une question d'argent, hein. La plus grande des violences à Marseille, c'est la violence sociale. C'est cet écart qu'il y a entre les populations pauvres, on a les plus pauvres de France à Marseille, et cette population riche, on a parmi les plus riches de France à Marseille. Et ça, on essaye de pas trop le dire. On oublie de dire que la Super-Cadenelle, le Rocaz-Blanc sont des quartiers qui sont extrêmement riches. Il suffit d'y aller, on a l'impression d'être un peu dans des villes riches américaines. Très, 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 très belles. C'est des quartiers complètement fermés, avec des grands murs partout. C'est symbolisé par les caméras qu'on voit partout et par, vous savez, le verre qu'il y a sur les murs. Lorsqu'on parle des quartiers nord, on utilise souvent le mot de ghetto. Simple figure de style journalistique? Non. Il suffit de visiter comme nous venons de le faire et d'écouter ceux qui y vivent pour comprendre comment ces cités portent en elles, depuis leur création même, la marque de l'isolement, de l'enclave. Moi, Marseille, je l'ai découvert à l'âge de 14 ans. Je ne savais pas qu'il y avait la mer à Marseille, quand j'étais petite. Pas du tout. Le Vieux-Port, tout ce qui était quartier sud, le beau de Marseille, je l'ai vu à partir de l'âge de... donc après la troisième, quand je suis allée au lycée Colbert, au Catalan. Là, j'ai découvert cette ville. Et ça m'a étonnée, parce que là, j'ai vu que c'était beau, cette ville. Hein. De ce côté-là, elle est magnifique. Comme de nombreux observateurs, le journaliste José Darigo est frappé par cette séparation physique des quartiers nord du reste de la ville. On a quand même marginalisé tout un pan de population qui ensuite se sont dit, ben, écoutez, on nous marginalise, on va rester entre nous, quoi. Hein, on va vivre de ce qu'on peut faire. Et c'est comme ça que la rupture est arrivée à se creuser. Vous savez, on parle de... Je sais pas, c'est Chirac qui parlait de fracture sociale. Mais Marseille, c'est une crevasse sociale. Historiquement, la ghettoisation s'explique. Restons à Bassins pour comprendre. L'histoire de cette cité, c'est en quelque sorte une histoire de mur. Celui-ci d'abord. En 13 ans, de 1963 à 1976, 11 enfants sont morts parce que ce mur n'existait pas. Les enfants de la cité traversaient la voie ferrée pour aller jouer dans le champ d'en face. Ce mur, ils ont mis 14 ans. On a grandi avec nos parents qui manifestaient, qui faisaient venir la presse pour arriver à ce que les pouvoirs publics viennent un jour monter ce fameux mur pour plus qu'on traverse. Il n'y a plus jamais de mort. La goutte qui a fait déborder le vase pour ce mur, c'est quand un gamin de moins de 10 ans, je crois qu'il devait avoir 6 ans ou 7 ans et... Ça a été terrible ce jour-là. On criait tous parce que... Oui. Et après, voilà, on a tout remis en route et
On a fait ça, voilà. L'histoire de Bassins éclaire une partie de celle de Marseille. Avant la construction de la cité, il n'y a qu'un bidonville. Jusque dans les années 70, il y en a des dizaines à Marseille. Ils accueillent en très grande majorité des étrangers venus pour travailler. Au début des années 60, on décide de construire des logements, en dur. Bassins sort de terre en 1963. Bordé par une voie ferrée d'un côté, une route de l'autre, au beau milieu d'une zone industrielle isolée, il y a mieux en termes d'urbanisme. Bassins s'est créé à la hâte. C'est une cité dite de transition. Les gens devaient vivre ici en attendant de pouvoir accéder à des HLM. Les logements de 36 mètres carrés sont livrés bruts. 4 murs de béton et une ampoule. Les habitants appellent ces appartements les cabanes à cochons. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'on les teste. On évalue leur capacité à s'approprier les lieux sans détériorer. Pour les urbanistes, toutes ces familles sont incapables de vivre dans de vrais appartements. Ils ne sont pas éduqués aux normes de vie européennes. C'est ce que les autorités pensent et c'est ce que dit l'architecte de la cité. Il faut laisser les gens dedans et les étudier. Dès qu'ils se tiennent bien, on les met en HLM. Une fois en HLM, s'ils ne se tiennent pas bien, on les remet en cité de transit à titre de sanction. À Bassins, le provisoire devient définitif. Dans les années 70 et 80, les habitants s'organisent et luttent contre les bailleurs, pour les réhabilitations successives, luttent pour qu'au final, il y a 10 ans, on rase une partie de la cité et qu'on construise des logements individuels. Lutter, toujours lutter. Pour une Scheherazade, combien d'autres qui craquent et passent de l'autre côté, du mauvais côté. Car à Marseille, vivre sous le seuil de pauvreté, c'est vivre avec en moyenne 629 € par mois. Et c'est, on le rappelle, la situation de plus d'un habitant sur 4. Mais la violence, elle n'arrive pas par hasard. Elle arrive dans une ville extrêmement pauvre, une ville qui a été oubliée, une ville où les pouvoirs publics se sont endormis, et une ville où la population a été habituée à vivre d'elle-même. Quand on associe les composantes de la ville, une difficulté économique, un logement dramatique, un emploi quasi inexistant, une main-d'œuvre très peu spécialisée, on se demande comment cette ville continue à tenir. La question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que cette ville n'a pas encore basculé dans une guerre civile? Comment est-ce que cette ville fait pour continuer à être attractive et pour cultiver cet art de vivre? C'est ça la réalité. C'est un miracle marseillais. Mais le miracle phocéen a ses limites. Celle d'une ville à la limite de la schizophrénie, avec d'un côté les 4 plus grosses fortunes marseillaises, qui pèsent autant à elles seules que le budget de la ville, 1,8 milliard au total, et de l'autre des milliers de foyers dans les quartiers nord, qui subsistent, plutôt mal que bien, parfois en dehors de la légalité. Dans la société, une autre société s'est développée. On ne l'a pas vu venir parce qu'on n'a pas voulu la regarder. Aujourd'hui, il faut faire avec. Il y a l'état de droit, il y a la République, et aux portes de la République et de l'état de droit, il y a autre chose. Aujourd'hui, l'économie parallèle offre une source de revenus infiniment incomparable à ce qu'on avait il y a une vingtaine, une trentaine d'années. On ne peut rien face à ce mouvement. On ne peut rien parce que la crise économique frappe tout le monde et que ceux qui sont le plus durement touchés réagissent comme ils peuvent. C'est de cette économie parallèle que naissent les règlements de compte défrayant la chronique depuis quelques années. Car l'économie souterraine des cités, c'est bien entendu celle du trafic de stupéfiants, en majorité cannabis, puis cocaïne. Aujourd'hui, à Marseille, le banditisme de cité est tel qu'à l'évêché, le siège de la police phocéenne, 2 groupes de la brigade criminelle lui sont dédiés. Roland Gonzalez, 35 ans de police à Marseille. Jusqu'en 2009, il était justement directeur adjoint de la fameuse crime. Il analyse l'augmentation du nombre de règlements de compte dans la ville. Il y a un émiettement de plusieurs équipes qui sont le fait d'autant de cités qu'il y a à Marseille. Et je peux dire que dans les derniers éléments qu'on a pu avoir sur ces filières, tu as même maintenant des filières par immeuble au sein des cités, quoi. Et cet émiettement des équipes a fait que tu as une augmentation énorme des règlements de compte. En 2012, à Marseille et aux alentours, 24 personnes ont été tuées dans des règlements de compte.
16 l'avaient été en 2011, 15 en 2010. Les règlements de compte liés à la drogue ont augmenté parce qu'il y a eu une évolution sur le trafic de stupéfiants. Maintenant, n'importe quel caïd de cité peut monter une équipe, aller chercher sa cam et la revendre dans la cité. C'est ça le problème. C'est que tout le monde peut y participer et monter sa propre équipe, ce qui n'était pas le cas auparavant. Philippe Pujol est journaliste au quotidien La Marseillaise. Il suit depuis des années les histoires de réseaux, de trafic, s'occupe des faits divers et des histoires de banditisme à Marseille. Il décrypte pour nous les mécanismes qui mènent au règlement de compte dans les quartiers nord. La première des raisons pour laquelle on peut se tuer à Marseille aujourd'hui, sur fond de trafic de stupéfiants, c'est celle qui vient le premier à l'esprit, la guerre de territoire. C'est-à-dire qu'on n'a pas de lieu de vente et on veut aller piquer celui du voisin. Après, le deuxième, c'est ceux qui rackettent ou qui braquent les autres réseaux. Par exemple, je suis le chef d'un réseau, je me suis dit plutôt que m'embêter à vendre et à mettre en place toute une petite industrie du shit, je vais laisser faire mon voisin, mon concurrent, et je vais essayer juste de me renseigner quand il fait passer l'argent et je vais braquer cet argent-là ou le produit. Ça se fait beaucoup à Marseille. Et après, il y a autre chose, ce qu'ils appellent l'enveloppe, c'est le racket. Ils montrent qu'ils sont forts. Donc ils n'hésitent pas à tuer une fois quelqu'un à la calage juste pour dire on est costaud. Ils vont tuer un petit chouf, un petit dealer. Ils montrent qu'ils sont forts et après ils vont racketter ce réseau. Si vous voulez pas que ça continue, vous nous donnez tant par mois. Et donc ce sont des sommes considérables. C'est du 30 000, 100 000, 50 000 euros, 200 000 euros. Alors à des périodicités différentes. La plupart du temps, les réseaux qui sont rackettés payent. Très souvent payent. Ce qui fait qu'ils ne sont pas tous flingués. Ou alors s'ils ne payent pas, c'est qu'ils se sentent plus forts. Et ils répliquent. Est-ce qu'ils répliquent avec à l'arme à feu? Pas toujours aussi. Ils préfèrent souvent faire des séquestrations. On est beaucoup dans la séquestration à Marseille. Vous pouvez pas imaginer le nombre de séquestrations qu'il y a. Je peux pas les quantifier puisque c'est par essence, il n'y a pas de plainte. Donc, mais par contre, il y a très souvent des gens qui sont séquestrés, brûlés à la cigarette, faire repasser. Et là, généralement, ça calme. Parce que faut voir qu'on a affaire à des gosses les 3/4 du temps. Après, il y a les mobiles liés aux dettes. Quand il y a des gros endettés, il y en a, ils s'en sont fait une spécialité. Ils prennent 10 kilos de shit, de coke, de n'importe quel produit, promettent qu'ils vont le payer après avoir vendu, vendent très bien et donnent rien. Ils disent, viens maintenant, et ils montrent qu'ils ont des armes et compagnie. Là, pareil, c'est pour ça qu'on a des fois dans des cités des mecs qui passent en montrant ostensiblement qu'ils sont armés. C'est pour ça le choix de la Kalachnikov. Même si c'est totalement inadapté au trafic de stupes, la Kalach, c'est vraiment l'arme la plus inadaptée qui soit. Elle a quand même ce symbole de la puissance, de la force. Donc, et en plus, elle est facile à se procurer. Donc, ils montrent qu'ils ont la Kalach. Si en face ça impressionne, on laisse. On ne lui revendra pas 10 kilos de shit une deuxième fois, mais il arnaquera quelqu'un d'autre. Généralement, les mauvais payeurs, comme ça, finissent par abuser et finissent par tomber par des plus gros, des plus costauds qui finissent par les fumer, comme ils disent. Dans ce nouveau banditisme-là, mon sentiment, c'est qu'on ne règne pas par l'intelligence, par la diplomatie, par la politique. On règne par la violence. Le plus violent pense dominer. Et pense dominer probablement et durer un certain temps. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a une organisation qui est quasi animale. C'est-à-dire on a un territoire, on le défend. Ce qui fait qu'il y a une multiplication de règlements de compte auxquels il est difficile d'apporter une réponse, une compréhension immédiate parce qu'on s'aperçoit que les morts sont les amis de ceux qui les ont tués, à notre connaissance. On va apprendre après la mort qu'il y a eu un contentieux. Nous, on les voit naître, on les voit grandir, et puis après, comme on dit chez nous, on les mesure. C'est-à-dire, donc ils sont morts. Aujourd'hui, un gamin de 14 ans, un gamin de 15 ans a une arme entre les mains et demain peut mettre fin à un règne. Un règne qui aura duré 3-4 mois, qui lui-même prendra les rênes d'une petite affaire de deal pendant 2 ou 3 semaines et qui terminera dans le coffre d'une voiture. Quand les parents sont obligés de vivre comme des chiens, il ne faut pas s'étonner que les enfants se comportent comme
des individus d'une férocité extrême. Mais c'est rien de plus que l'accumulation d'un mépris, d'une haine et d'une souffrance sur plusieurs générations. C'est des gens qui le portent en eux. Et cette agressivité, c'est d'abord une agressivité de communication. J'ai une Kalachnikov, je peux tuer n'importe qui, j'ai peur de rien. Il y a un marché qui leur offre l'opportunité de gagner beaucoup d'argent, avec des signes extérieurs de réussite. C'est avoir une arme, la plus grosse possible, c'est avoir une voiture, la plus grosse possible, c'est avoir de l'or. Et puis, c'est surtout montrer qu'on est un homme, montrer qu'on est respecté. Alors, le schéma, il est vite vu, hein. L'équation, elle est vite faite. Policiers, journalistes, magistrats parlent de néo-banditisme de cité à Marseille. Un banditisme sans foi ni loi, aveugle, sans règles. Tout le monde paraît choqué. Et il y a peut-être une raison à ça. À Marseille, dans l'inconscient collectif, le bandit, c'est lui. Il porte le borsalino, le costume rayé. En un mot, il a du style. Souvent issu de l'immigration corse ou italienne, il incarne ce voyou portant son code d'honneur en bandoulière, voire en cartouchière. Depuis le début des règlements de compte dans les quartiers nord, la question se pose en une des journaux. Qui sont ces nouveaux voyous? Et surtout, où sont les anciens? Existent-ils encore? Ces anciens qui formaient ce qu'on appelait le milieu. Dans les années 80, il y avait des parrains qu'on pouvait cibler. C'était Tani Zampa, c'était Jackie Lemat, c'était Francis le Belge. Il y avait des prises d'intérêt dans certains domaines. Il y avait des négociations qui échouaient ou pas. S'il y avait échec des négociations, il y avait des règlements de compte. Mais au moins, il y avait des règles qui étaient établies, qui étaient suivies. Cette façon de travailler du milieu a duré pendant un certain nombre d'années. Il y avait une voyoucratie organisée à Marseille il y a un demi-siècle, avec une structuration extrêmement précise. Il y avait des petits ouvriers du larcin, et puis on montait progressivement, on devenait un lieutenant, on faisait ses faits d'armes, on allait en prison, on était formé. Mais l'objectif pour cette voyoucratie, c'était d'assurer la paix publique dans un quartier, dans une ville, pour pouvoir faire de bonnes affaires. Et au final, la conséquence, la conclusion de cette criminalité, c'était l'insertion. Aujourd'hui, c'est pas de l'insertion, c'est de la désintégration. C'est une délinquance de communication. C'est une délinquance d'existence. C'est je montre que j'existe, regardez ce que je peux faire. Les équipes, elles se font, elles se défont, c'est d'une cité à l'autre. Ça va très très vite. Cette espèce d'aristocratie, de voyoucratie structurée et pérenne, ça n'existe plus. Est-ce que de toute façon, si inhérent à ce néo-banditisme, comme maintenant il est courant de l'appeler, de toute façon de vivre de manière comme ça anarchique, sauvage et totalement débridée. Le temps des équipes, des figures du grand banditisme, il est révolu. Et on le voit ailleurs en France. Hein. Il restera quelques têtes d'affiche, quelques groupes criminels dans certaines communautés, dans certaines régions. Mais aujourd'hui, on n'est plus sur une génération de gens plus jeunes, même en Corse, on le voit, plus irréfléchis, déstructurés, qui veulent un gain immédiat, peu soucieux de l'avenir, peu soucieux des risques qu'ils encourent, peu soucieux de l'autre. Et même s'il y aura toujours quelques groupes criminels structurés qui peuvent venir de l'étranger, hein, on est très vigilant sur les mafias russes, géorgiennes, chinoises et autres. On est parallèlement face à ce néo-banditisme, effectivement. Donc je ne suis pas sûr qu'il tombe très vite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait de l'argent et la société pousse à l'argent facile, hein, rapide, je ne vois pas pourquoi brutalement, demain, beaucoup de jeunes perdus voudraient arrêter ça. Qu'est-ce qui miraculeusement leur ferait dire bon, on arrête d'être délinquants et on laisse le champ aux grandes équipes criminelles? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et vraiment, moi je crois que le travail de fond, il est pas judiciaire ni policier, c'est un travail bien en amont, hein, de sensibilisation sociale. Voilà. Sinon, on aura toujours ces phénomènes. Hein. Le temps des parrains à l'ancienne serait derrière nous.
C'est vrai que sur la Canebière, les costumes rayés se font rares. Mais il faut se méfier. Car dès qu'une nouvelle génération de bandits voit le jour, les observateurs ont toujours tendance à dire que c'est la fin d'une époque, que les anciens ont disparu.